Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition. Promoteurs et patrons d'organes de presse prennent part depuis ce vendredi à une table ronde à Cotonou. Presse béninoise, état des lieux et perspectives, c'est le thème qui focalise les attentions à cette séance. Les précisions sont à suivre dans un instant. Descente du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati ce jeudi au centre de dépistage et d'isolement des personnes atteintes de la COVID-19. Il est allé doper le moral des agents de santé. Et puis en interactualité, nous irons à la découverte des estampes, c'est en Chine. Images imprimées sur du papier par le moyen d'une planche de métal gravée. C'est un art de très grande valeur dans ce pays. Voilà pour le sommaire. On démarre avec le café numérique sur les opportunités de la zone économique du site de Glodjibé. C'est une rencontre qui a réuni ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin les opérateurs économiques béninois, de même que les investisseurs internationaux. Plus de précisions dans ce reportage de Aziza Chamou et de Edouard Kako. Ils sont réunis à cette séance organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB. C'est le rendez-vous du café numérique. Une rencontre qui réunit dans cette salle de conférence plusieurs chefs d'entreprise du Bénin, de même que des investisseurs internationaux. Ils sont renseignés davantage sur les opportunités d'investissement dans la zone économique spécialisée en cours de construction, qu'est le site de Glodjibé, un véritable pôle industriel de développement. À travers le programme d'action du gouvernement et la mise en place de cette zone économique spéciale, il y a une réponse claire à ce besoin d'industrialisation de notre pays et de le transformer en pôle industriel. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il était important que la pièce vienne présenter à l'ensemble des chefs d'entreprise béninois au Bénin et de la diaspora également toute cette opportunité qu'il y avait dans la zone économique spéciale pour qu'ils puissent vite saisir cela. Parce qu'évidemment, la vocation de la Chambre de commerce, c'est servir les entreprises. Et servir les entreprises, c'est de leur apporter l'information, c'est de les aider à pouvoir profiter des opportunités qui existent pour leur pérennité. Le Bénin dispose des moyens de sa politique et entend se hisser au rang des pays industrialisés au monde. Et c'est à juste titre que la Direction générale de l'Agence pour la promotion des investissements et des exploitations à pièces rappelle ici l'objectif de la présente réunion. Le gouvernement a pris une décision de création d'une zone économique spéciale le 5 février 2020 et le 5 février 2021. Après de multiples travaux, l'APIEX a remis en fait à l'opérateur retenu par l'État la zone économique spéciale aux fins du démarrage des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale. L'objectif de la réunion que nous avons engagée aujourd'hui et des échanges que nous avons eus aussi bien avec les opérateurs économiques installés au Bénin qu'avec les internautes, ce formidable outil doit leur permettre en fait de développer leur activité. Et donc l'idée c'est de faire en sorte que ce ne soit pas simplement les opérateurs économiques étrangers qui soient sensibilisés au fait que le Bénin aujourd'hui a mis en place en fait ce dispositif très intéressant, mais également nous souhaitions sensibiliser les opérateurs économiques déjà installés dans notre pays sur le fait que cet outil est mis à leur disposition. Il faut absolument qu'ils puissent s'en saisir pour développer leur activité. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette zone économique spéciale puisse accueillir le maximum d'entreprises, qu'elles soient des entreprises d'origine béninoise ou des entreprises d'origine étrangère, pour développer l'emploi dans notre pays. Une fois les travaux achevés, le site de Glodjibé sera le boulevard des grandes affaires, de quoi renforcer l'économie nationale. Il est attendu de cette zone des niveaux d'emploi entre 250 000 et 350 000 emplois. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore installé complètement la zone. Nous sommes en phase de travaux et nous avons aujourd'hui près d'une soixantaine d'entreprises, aussi bien béninoises qu'étrangères, qui ont manifesté la volonté de s'installer dans une zone. Donc c'est un succès, avant même que la zone ne soit opérationnelle. Et nous, Agence de promotion des investissements et des exportations, la Chambre de commerce, nous devons nous mobiliser afin que l'occupation de la zone devienne un succès.
L'objectif du gouvernement étant de faire du Bénin un hub de développement industriel, les efforts conjugués des investissements verront à coup sûr l'aboutissement de ce site situé dans la commune d'Abomey-Calavi, véritable pourvoyeur d'emplois. Depuis ce matin se tient la table ronde des médias du Bénin. Durant 2 jours, les patrons, promoteurs de presse vont essayer de trouver des solutions aux problèmes que traverse la presse depuis quelques années. Nous reviendrons sur cette rencontre en fin d'édition. Clôture ce jeudi de l'atelier co-construction d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres au Bénin. Au cours de 3 jours de travaux, les cadres des ministères en charge de l'éducation de base au Bénin ainsi que plusieurs représentants des organisations de la francophonie ont mutualisé les efforts pour la rénovation de la formation des enseignants de l'éducation à la base. Stanislas Ateleyon, Semiati Soufou. La co-construction d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres du Bénin était au cœur d'un atelier de 3 jours. Durant ces 3 jours de travaux riches en échanges, les réflexions ont été axées sur un objectif général qui est d'établir un diagnostic exhaustif en termes de besoins et des opportunités afin de construire un dispositif de formation pour l'amélioration de la formation des enseignants, enseignantes de l'éducation de base. Vous aviez, durant les 3 jours qu'ont duré vos travaux, fait l'état des lieux de la formation initiale et continue de nos enseignants et défini les spécifications de la nouvelle phase de déploiement d'IFADEM au Bénin. Les travaux de groupe vous ont permis de déterminer le public cible, les bénéficiaires finaux, les régions d'intervention, les acteurs ainsi que leur rôle et responsabilités, le dispositif numérique et les questions transversales telles que le genre, l'inclusion et le développement durable. En tant que représentant du ministre des enseignements maternels et primaires et de celui des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Ayouba Garba n'a pas manqué de saluer les efforts des acteurs qui s'activent pour l'amélioration de l'éducation de base. Je voudrais, au nom des ministres, vous témoigner toute notre gratitude pour votre contribution à l'essor de notre système éducatif. Le gouvernement béninois a entrepris une réforme fondamentale de son système éducatif en se dotant d'une vision à l'horizon 2030 afin d'améliorer les performances du secteur de l'éducation et de la formation. Les travaux ont été vraiment très constructifs grâce à l'engagement, à la participation de chacun, à la qualité des échanges. Au thème des travaux, les participants ont été invités à poursuivre dans la même dynamique. Nous souhaiterions que ce qui a été lancé aujourd'hui continue, que les différentes structures continuent à s'impliquer, à donner le meilleur pour réaliser les objectifs que les 2 ministères se sont fixés. Je ne doute point que les résultats auxquels vous êtes parvenus, assortis d'une feuille de route, dont la mise en œuvre s'étalera sur 19 mois, permettront de booster notre système éducatif. Lancée en 2008 et présente dans 15 pays dans le Bénin, l'IFADEM est une initiative copilotée par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Au volet santé, le ministre Benjamin Hunkpati a effectué une descente au centre de dépistage et d'isolement des malades de la COVID-19 à Alada. L'objectif principal est d'encourager le corps médical soignant suite aux cas graves enregistrés ces derniers jours. Céline Bovi. 52 patients hospitalisés, 35 cas graves placés sous respirateur et 3 cas de décès enregistrés récemment pour la COVID-19. Voilà autant de raisons qui justifient la visite du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, au centre de dépistage et d'isolement d'Alada. Une visite qui s'inscrit également dans la galvanisation du moral de l'équipe soignante et de la sensibilisation de la population sur la recrudescence de la maladie. Le Bénin a fait l'option de faire le traitement présomptif, c'est-à-dire que lorsque vous avez le moindre petit signe, nous démarrons le traitement avant même que le résultat du test n'apparaisse. Les cas graves augmentent, mais pas seulement dans les cibles prévues, c'est-à-dire les patients qui sont porteurs de TAR. Nous avons aujourd'hui la population qui porte de TAR, qui porte de l'asthme, du diabète, de l'hypertension, de la drépanocytose et autres. Non, aujourd'hui, pas seulement les sujets âgés. Nous avons des sujets jeunes, tout jeunes,
sans aucun facteur de risque, qui atterrissent à Alada et qui malheureusement décèdent. L'un des facteurs qui favorise ces décès, ces cas graves, c'est notamment la consultation tardive. Et cette consultation tardive, il faudrait que nous veillions à la limiter au maximum, à la réduire au maximum. Le personnel soignant du centre de dépistage et d'isolement d'Alada n'a pas manqué de souligner les acquis en matière d'instruments médicaux. Des acquis qui favorisent une bonne prise en charge des patients. Avec le secours des spécialistes et tous les médecins, tout le personnel, on a pu calmer cette menace d'accouchement prématuré qu'on avait. Donc c'est vraiment une histoire qui vraiment nous fascine. C'est comme ça qu'on a beaucoup d'autres cas, beaucoup de femmes enceintes qui viennent et qu'on arrive à sauver. N'oublions pas aussi qu'ici, nous avons déjà fait des accouchements, on a fait de la césarienne pour des patients Covid. Et le bébé et l'enfant se portent très bien. Il nous était difficile de les emmener d'ici au CNHU pour bénéficier de leur dialyse. Donc on a soumis la requête qui a été validée. Le gouvernement nous a permis d'installer une unité de dialyse. Le ministre Benjamin Humpati a saisi l'occasion pour rappeler les gestes barrières qui limitent la propagation de la Covid-19 et en appelle à leur strict respect. Le respect strict des mesures barrières est vraiment le point sur lequel il faudra mettre l'accent pour que nous puissions arrêter la propagation de la Covid-19. Les 3 mesures phares, c'est-à-dire le lavage des mains à l'eau savon ou la désinfection des mains à la solution au gel hydroalcoolique, le port systématique de masques en tous les lieux publics et chaque fois que nécessaire, nous pouvons être ensemble ici à 3 ou à 5, pas dans un lieu public, dans une salle, mais nous devons obligatoirement porter le masque parce que nous ne savons pas le statut de celui qui est avec nous. Et enfin, le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. C'est fondamental. En ce qui concerne la polémique autour des masques mis sur le marché béninois, le ministre de la Santé rassure de leur efficacité. Il précise qu'ils ont été testés et approuvés par l'Agence nationale de sécurité des produits de santé. Et lors de cette visite du ministre de la Santé à Alada, quelques patients mis sous traitement ont bien voulu donner leur témoignage sur la prise en charge dans le centre de dépistage. On les suit. J'ai été vraiment bien entretenu ici. Bon, l'accueil, pas de problème. Les docteurs, les infirmiers, ils sont vraiment gentils et avec nous les patients qui sont un peu agités, parfois ils sont calmes, ils nous gèrent, il y a des psychologues, il y a un peu de tout ici. Actuellement ça va, Ils avaient mis tout au point pour que j'accouche normalement ou pas césarienne, mais Dieu sait faire ces choses. C'est le dévouement qui m'a le plus frappé. Ce dévouement du personnel, c'est très rare de nos jours, mais il faut tout faire pour lui donner encore plus de courage afin que nous ayons les meilleurs des éléments du genre. Il n'y en a plus. Malheureusement, il y en a plus. Mais faisons tout en sorte que il en vienne de plus en plus. Que tout ce qui se fait ici soit mis en lumière pour que les gens qui sont à l'extérieur sachent qu'il y a de choses formidables qui se font ici. Je suis venu ici il y a quelques jours, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais le cœur très inquiet, très inquiet, et puis je suis agréablement surpris. Je remercie tout le personnel, très dynamique, très à l'écoute, très disponible, et depuis le matin, les médecins, les infirmiers, le personnel qui donne à manger, tout est parfait. On revient à présent sur la table ronde des médias du Bénin qui se tient depuis ce matin à Cotonou. Durant 2 jours, les patrons
et promoteurs de presse vont essayer de trouver des solutions aux problèmes que traverse la presse depuis plusieurs années. Et les professionnels des médias y ont pris part. Je vous invite à suivre le compte rendu de Stanislas Atanéon. Presse béninoise, état des lieux et perspectives, c'est autour de cette thématique que vont porter les réflexions de cette table ronde des médias organisée par le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Durant 2 jours de travaux, les patrons, promoteurs et responsables d'entreprises de presse passeront en revue les conclusions des 2 états généraux de la presse en 2002 et en 2014. Le CNPA a bien voulu, face aux problèmes que traverse notre corporation depuis quelques années, nous réunir afin de discuter une fois encore, afin de trouver des solutions idoines aux problèmes que traverse la presse depuis quelques années. Il sera question de débattre, de mettre sur le tapis les problèmes que connaissent les organes de presse, tous médias confondus. Le paysage médiatique, déjà en proie à des problèmes de suivi, se verra projeté dans une violente bourrasque qui va fragiliser davantage ses fondations et entamer le pronostic vital de bon nombre d'entreprises de presse. À cela, doit-on ajouter, hélas, l'état de la liberté de presse. Cette table ronde qui a donc pour objectif de trouver les voies et moyens pour permettre à la presse, que dis-je, aux entreprises de presse de trouver les raisons profondes de leur participation à l'animation de la vie publique dans notre pays. Des sujets très importants seront abordés au cours de la table ronde. Il s'agit notamment de la recherche de nouvelles sources de financement pour les entreprises de presse, la centrale d'achat et la régie publicitaire. Les résolutions sont fortement attendues. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à ce que nous soyons sérieusement ancrés dans le débat pour sortir de cette salle avec une fumée très blanche à la recherche des solutions pour nos difficultés actuelles. Je serai tout oui des résultats qui seront issus de vos travaux et j'espère que la réflexion se portera davantage vers la façon dont, en nous-mêmes, nous pouvons apporter des solutions plutôt que d'en espérer qu'ils n'en viennent jamais. Les responsables d'entreprises de presse ont à leur tour promis de faire de cette table ronde une réussite afin d'aboutir à des résultats satisfaisants pouvant permettre de régler les maux qui minent la presse béninoise. Nous gageons d'ores et déjà qu'au thème de nos assises, nous tracerons les chemins en nous donnant aussi bien les moyens que les outils pour relever le défi d'une presse libre, autonome et responsable. Nous devons d'abord trouver ces solutions-là à l'interne pour que ceux qui doivent les porter, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, le ministère, le gouvernement en général, les législateurs puissent faire le travail. Le CNPA Bénin n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte bien poursuivre ses efforts afin de donner un nouveau visage à la presse béninoise. Il faut dire qu'à cette table ronde des médias du Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC s'est faite représenter par des conseillers dont Franck Pocheme et Bastien Salami. Nous vous invitons à suivre leurs appréciations à la sortie des travaux. Dans une nation démocratique, lorsque la presse va bien, le pays se porte mieux. Malheureusement, il s'observe un certain bégaiement depuis quelque temps dans le secteur des médias au Bénin. C'est donc à juste titre que le CNPA a décidé de prendre ses responsabilités. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication se félicite de cette audace dont l'objectif n'est autre que d'aider à redorer le blason d'une corporation. Justement, à l'occasion de cette initiative, de cette table ronde,
Il est important de se demander où en sommes-nous pour la mise en œuvre des résolutions issues des 2e États généraux de la presse béninoise. Qu'est devenu le comité de suivi des 10 États généraux? 7 ans après, surtout dans un contexte d'un immobilisme ambiant ou au niveau du 4e pouvoir qui s'affaiblit, nous sommes obligés de nous poser ces questions préjudicielles avant le démarrage de cette table ronde. Nous voudrions croire donc que cette table ronde était la bienvenue et qu'elle permettra réellement de poser les problèmes. Nous osons aussi croire au niveau de la HA que chaque acteur essaiera de jouer sa partition pour que les résolutions qui seront issues de cette table ronde puissent porter de bons fruits. Notre attente, c'est que cette table ronde donne l'occasion d'un diagnostic clair et sans concession des maux qui minent la presse béninoise. Évidemment, il n'y a pas autre personne qui puisse connaître mieux la maison que les professionnels eux-mêmes. Vous savez, les réalités que vivent les entreprises de presse et les journalistes doivent être passées au scanner à cette occasion, afin que des résolutions ou bien même, des recommandations puissent être faites, des recommandations qui vont contribuer à donner une belle image de la presse béninoise. Bien évidemment, en tant que régulateur, nous sommes très attentifs à toutes les initiatives dont les objectifs sont conformes à la mission qui est la nôtre, la mission républicaine qui est la nôtre. On continue cette édition avec la deuxième section de l'atelier bilan de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué qui s'est tenue ce mercredi à l'Infosec de Cotonou. La séance a pour but d'évaluer les dispositifs mis en œuvre pour l'entretien des infrastructures publiques. Suivez. La Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a, en présence de ses partenaires, des petites et moyennes entreprises, fait l'analyse des différentes prestations réalisées pour l'entretien des villes du Grand Nokoué. En 12 mois, nous avons nettoyé, nous avons balayé, désherbé et piqueté plus de 4 millions de mètres carrés de superficie. Si nous multiplions ce chiffre-là par 156 fréquences, c'est plus de 5 milliards de mètres carrés de superficie que nous avons traités. Il ressort de cette analyse qu'il est important de renforcer le système de suivi et de contrôle pour améliorer les performances. Nous avons conçu une nouvelle grille et nous avons réajusté le dispositif de contrôle. Nous l'avons renforcé afin que vos prestations soient bien suivies et que les obligations, les engagements contractuels, vous puissiez les respecter. Ainsi prend fin l'atelier de rétrospective des différentes réalisations faites par la SGDSGN en collaboration avec des petites et moyennes entreprises. Pour rappel, la SGDSGN a été créée en novembre 2018 par l'État béninois pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers. Reçu sur l'émission spéciale de ce jeudi qui s'est consacrée à l'actualité nationale, les invités de Romuald Houi ont opiné sur les sorties successives de certains acteurs politiques, des sorties qui remettent sur table la question du parrainage. Ils ont apprécié ce système de filtrage des candidatures à l'élection présidentielle, les difficultés de mise en application et les perspectives. Stélia Padono pour le point. La poursuite du calendrier électoral ne semble pas taire les débats autour du parrainage. La publication des duos retenus provisoirement pour la présidentielle de 2021 vient rajouter. Les sorties des acteurs politiques se font légion avec des déballages ces jours-ci. Les partis politiques ont joué leur rôle. Et ce qui n'est pas de l'avis
de la classe politique, notamment de l'opposition, qui estime que les parrainages ont quelque peu été confisqués et que les parrains n'avaient pas la liberté, d'accord, de parrainer qui ils veulent. Dans l'entendement des partis politiques, beaucoup sont restés peut-être trop conservateurs en disant mais comment les élus proviennent des partis et les partis ont voulu avoir un regard sur cette affaire de parrainage. Je pense que c'est d'abord la première mal donne du dossier. Le vrai débat qui se fait aujourd'hui n'est pas là. Le vrai débat qui se fait aujourd'hui, c'est le fait qu'une certaine classe politique a combattu le parrainage jusqu'au dernier moment et après s'est livré à ce jeu sans le dire. Si tout avait été aussi ouvert, si on avait su que tel demandait le parrainage, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. On ne doit pas négocier. Le parrainage ne peut pas se négocier. Ça devait, je dis, il y a eu une mauvaise foi de certains acteurs, notamment ceux de l'opposition. Les gens ont torpillé le principe. Quoi qu'on dise, le principe de parrainage a permis de régler beaucoup de détails. La corruption est partout. On a fait des concours tout récemment, ça a été annulé, malgré les anciennes annulations, malgré tout ce qu'on a dit, les concours ont été entachés tout récemment encore. Donc, il n'y a pas un système propre. Mais celui-ci a montré qu'il a pu résister aux épreuves, au moins de la corruption, à ce niveau-là. Et ça, c'est important. Nouvellement introduit dans le jeu électoral au Bénin, le parrainage est un acquis à parfaire, selon Agapit Napoléon Maforican et Julio Tometti. Le débat sur le parrainage va continuer même après les élections présidentielles, après qu'un président de la République soit installé. Parce que, en fait, c'est un chantier qu'il faut travailler à parfaire, à anoblir davantage. Parce que on le voit aujourd'hui, à l'épreuve, le parrainage a été d'une utilité à nul autre pareil. D'accord? Chacun est resté, si ce n'est pas que ces derniers déballages, nous n'avons pas entendu question d'argent, de sous, dans ci ou bien dans ça. Il faut revoir un peu le système. Moi, je ne suis pas partisan qu'on enlève. On a besoin de bémoliser un peu, de tamiser à un niveau donné. Et notre système de parrainage, à mon avis, n'est pas si mauvais, mais on peut regarder les failles et voir peut-être les dosages à mettre. Et donc à l'expérimentation, les insuffisances. Un mode opératoire peut-être pour à expérimenter lors des élections législatives. On finit avec la Chine où le nouvel an s'est revitalisé grâce à la renaissance des estampes, pièces servant à fournir une empreinte, un art donc de très grande valeur qui se développe dans toutes les régions chinoises. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+. 我是佛山木板年画市级代表性传承人刘宗平，师承国家级大师冯秉堂。然后我呢，经常是在老铺，跟着师傅师母制作年画。 一开始是因为感兴趣，然后过来面试嘛。面试的时候我来得早，我就看着师傅就一个人在那边画很久，外面就来来往往的人，然后他在那边就很安静，就一笔一笔在那边画。然后我就觉得这种感觉和这种生活方式我还蛮喜欢的，所以我就想试一试。其实那种喜欢啊，它就是。 像我们就是下载一样的10%、20%，随着你的时间、你的情感和你做这份手艺，慢慢它会熟练。你在这门手艺上会有自由、有快乐、有开心，它是累加的。我觉得师傅他是一个很有责任感的人，首先是对他家族的一个责任。因为师傅他自己也知道。 这是中国的一个非常重要的传统文化。如果他这一门这一支不做了，你就整个广东省就没有年画了。我觉得除了家庭的责任，他也有这种家国情怀的。我叫王慧萍，是冯氏世家木板年画师傅的太太。 木板年画是4色套印嘛，先印这个墨线，第二天就是印这个红色，再来一天就是让它干了才能够印另外一个颜色嘛。所以一般4色套印都要印4天时间。现在墨线都是我和 KK 徒弟一起创作的。 其实呢，我们传统意义上觉得年画怎么去复兴啊，它被用或者被图案创新啊，其实
年画它还有一个非常大的价值，它是表达人们对美好生活的向往。它不仅是物质上的用，它还是会满足人们一些心理的需求。因为我们岭南呢，它还是有这种习俗的，所以呢，我就是把年画重新放回到习俗层面去用，心理层面去用。大家来买年画，来请一张年画，它是心有所想去请的。我们非遗走进校园，佛山木板年画还拿了今年的全国10大创新实践案例，学校啊、青少宫啊都会有，因为我们是把内容给打造好了。学校和青少宫它只是一个载体，就是把年画故事讲好了，只是换了一个地方讲年画故事。这些年做了好多场的，青少宫啊，然后博物馆啊、文化馆，我们一年就上百场的课程和活动都在做的。就是去青少宫呢，其实呢就是想，第一肯定想让更多人知道，为什么落点会落在青少宫呢？是因为可能你让一个成年人来了解，他可能就是没有那么多时间，没有那么多心思，但是他带小朋友的时候，他就会有心思。你小朋友其实就是播下一个种子，这个种子背后是一个家庭，就是小朋友，然后他的爸爸妈妈，其实他爸爸妈妈可能不太了解这个手艺，但是他爷爷奶奶是对这门手艺是有情感的，他是使用过的。所以呢，因为年画它是断承过，断的就是就是我们和我们的爸爸妈妈这一辈，所以你通过小朋友入手，然后你就可以把这个断掉的承给他通过一个一个家庭把它连续起来。其实这个是通过一个小小的进青少宫一个点，它背后其实是有一个小小的野心在的。有个词叫传习成熟，就是你第1年贴，第2年贴，第3年贴，但凡你这些年发生了一些好事情，他都会把它归为在年画里。其实这种心理去打动大家，让他去用，这个是他非常绵长的生命力。我有一个观点，就是年画最好的博物馆，最好的去处就是每个人的家里。Ce sera tout pour cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. Il s'agit bien du site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants Etelebene, mais également l'application Etelebene disponible dans votre Play Store. La suite du Grand Soir, c'est juste après moi avec les rubriques Covid-19, infos d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. Excellente soirée à vous en notre compagnie.